L'armée malienne et des soldats blancs sont impliqués dans la mort début mars au Mali, non loin de la frontière mauritanienne, de 33 civils dont 29 Mauritaniens et 4 Maliens, selon un rapport d'experts missionné par les Nations Unies consulté vendredi par l'AFP. La disparition au contour à l'époque floue de ces civils le 5 mars à Robinet-El-Athey, dans la région de Ségou proche de la frontière mauritanienne, avait fait grand bruit au Mali et en Mauritanie. Nouakchott avait accusé l'armée malienne des actes criminels récurrents contre des citoyens mauritaniens dans cette région frontalière. Bamako avait dit que rien ne mettait en cause son armée. Les deux pays avaient ouvert une enquête conjointe, dont les résultats n'avaient début août pas été publiés. Un rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le Mali, qui a été transmis fin juillet au Conseil de sécurité et que l'AFP a pu consulter vendredi, lève le voile sur la mort de ces 33 civils en dressant un récit macabre qui accable l'armée malienne et des soldats blancs. Ces derniers feraient partie, selon un diplomate à New York à l'AFP, des paramilitaires du groupe Wagner déployés auprès des militaires maliens depuis janvier. Bamako réfute la présence de mercenaires, évoquant la présence des instructeurs, tandis que Moscou affirme n'avoir rien à voir avec cette société présente au Mali sur une base commerciale. À 8h30, local et GMT, le 5 mars, un groupe de soldats blancs est arrivé à Robinet-El-Athey, village doté d'un puits fréquemment utilisé par des éleveurs maliens et mauritaniens en quête de pâturage, explique ce rapport. Les soldats ont rassemblé les hommes, y compris les adolescents, leur ont lié les mains derrière le dos et bandé les yeux. Ils ont ensuite été rassemblés au milieu du village, tandis que les femmes et les enfants ont reçu l'ordre de rentrer chez eux et ne pas regarder, dit le groupe qui précise n'avoir pu se rendre sur place mais a recueilli plusieurs témoignages. Les soldats déployés ont ensuite dépouillé les maisons de toutes leurs possessions, y compris la literie, les téléphones portables, les bijoux, les ustensiles de cuisine et les vêtements. À 11h, un groupe de FAMAS, les forces armées maliennes, est arrivé dans le village, continue le texte. Ils ont commencé à frapper les hommes attachés aux yeux bandés en utilisant les bâtons utilisés par les bergers sur leurs troupeaux. Les femmes, enfermées dans les maisons, ne pouvaient qu'entendre les cris des hommes qui étaient battus, note le groupe. Les FAMAS ont ensuite libéré certains des hommes les plus jeunes, et ont emmené 33 hommes, 29 Mauritaniens et 3-4 Maliens, Touaregs. Abattus puis brûlés. Après le départ des soldats à 14h, les femmes ont attendu le retour des hommes au village. En vain. Le lendemain, des proches ont découvert les corps à 4 km de Robinet-El-Athey, expliquent les experts. Ils avaient été abattus puis brûlés, conclut le texte. Le groupe d'experts évoque un schéma similaire de pillage et de passage à tabac dans 5 autres localités de la zone entre le 5 et 6 mars, sans mort d'homme néanmoins. Dans 2 d'entre elles, a été fait mention par les témoins d'un hélicoptère transportant les plus soldats à la peau blanche plus. Le groupe relève que 11 corps retrouvés à Robinet-El-Athey auraient été remis à leurs familles par les autorités mauritaniennes, qui ont eu accès au village, comme les autorités maliennes, lors du travail de la commission d'enquête conjointe. Outre cette commission, l'ouverture d'une enquête avait aussi été annoncée par le tribunal militaire de Bamako. Les militaires, au pouvoir au Mali après 2 coups d'État en août 2020 et en mai 2021, avaient néanmoins insisté sur le fait que l'armée malienne n'avait rien à voir avec ces disparitions. L'armée malienne a mené de nombreuses opérations militaires pour traquer les groupes djihadistes dans les régions de Ségou et Mopti, dans le centre du Mali, depuis le début de l'année. Ces soldats ont été accusés d'exactions à plusieurs reprises par des ONG. Les Maliens, civils comme militaires, paient un lourd tribut humain dans ce conflit. En plus des agissements des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, des violences intercommunautaires et des actes crapuleux, les acteurs du conflit sont régulièrement accusés d'exactions sur la base d'amalgames communautaires. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience, ce vendredi 5 août 2022, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, Hissène Brahim Taha, en visite de travail au Mali. L'objectif de cette visite est d'approfondir les échanges sur les questions d'intérêt commun. À sa sortie d'audience, le secrétaire général de l'OCI a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a rappelé que le Mali est membre fondateur de cette organisation. Hissène Brahim Taha a donc indiqué qu'en raison de tous les problèmes qu'a connus le Mali, l'organisation a voulu venir exprimer sa solidarité avec ce pays, confronté à des difficultés sécuritaires et économiques. Selon le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, c'était un devoir pour l'organisation de venir saluer le président de la transition et lui dire combien l'organisation tient à la paix, à la stabilité et au développement. Sur le volet développement,
il a expliqué que les discussions ont porté sur comment faire pour apporter un soutien effectif au Mali et aux autres pays de l'organisation. Dans sa lecture de la situation malienne, ce Hissène Brahim Taha a précisé que le Mali est attaqué et nous pensons qu'il est en droit de se défendre et qu'il peut se défendre. En tant qu'OCI, nous apportons un soutien à ce pays frère, ami et membre fondateur. Malgré toutes ces difficultés, dit-il, l'OCI a toujours été aux côtés du Mali et peut toujours faire ce qu'il a toujours fait. En plus de la présence de la Banque islamique, l'organisation peut ouvrir plusieurs autres chantiers dans ce pays, comme la construction des routes, le soutien à la santé ainsi qu'à l'éducation. Alors que se joue le destin de son président fondateur porté à la primature à la faveur d'une certaine rectification déçue, du moins aux yeux des détracteurs du PM, le mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, est revenu à la charge. Avec apparemment la détermination à sauver une tête presque mise à prix depuis la fuite d'une vidéo dans laquelle le Premier ministre s'en prend au Conseil national de transition. En effet, dans une déclaration en date du 29 juillet 2022, le MPR s'est dit surpris d'une cabale politico-médiatique contre le Premier ministre issu de ses rangs et qui est autre que le président du parti. La cabale, aux yeux des camarades de Choguel, est menée par des partis politiques du regroupement du cadre d'échange des partis ou groupement de partis politiques pour une transition réussie, notamment Yelema, l'Adema-Pasch. Et de soutenir que les dites formations, qui lui ont pourtant maintes fois ravi la vedette, ne représentent qu'une minorité. En effet, selon les partisans de Choguel, les détracteurs de leur mentor sont totalement désorientés face aux résultats probants engrangés par les autorités de la transition, à savoir l'affirmation de la souveraineté de notre pays, l'amélioration de la sécurité, la mise en œuvre des réformes institutionnelles et politiques et de la lutte contre la corruption. Ils estiment par conséquent qu'ils sont en manque cruel d'arguments de réclamer la démission du Premier ministre, au détour de l'appel lancé par ce dernier pour mobilisation des « forces du bien » en vue de l'emporter contre les forces du mal, aux futures échéances. Aveuglés par la haine, en dehors de toute lucidité politique, les formations politiques, selon le MPR, se présentant eux-mêmes comme les « forces du mal », avec comme priorité l'accès au levier du pouvoir afin de s'adonner à leur pratique favorite, l'unique dans laquelle ils excellent, le pillage des deniers publics sur fond de mauvaise gouvernance. Et tout en dénonçant ce qu'il appelle acharnement politico-médiatique contre son président, le MPR a lancé un appel patriotique à toutes les forces acquises au changement de se retrouver pour défendre les acquis du soulèvement populaire du 5 juin 2020 et contre toute tentative de déstabilisation de la transition. Le président chinois Xi Jinping s'est adressé aux représentants des ministères de la Défense de 48 pays d'Afrique les appelant à maintenir la paix ensemble sur la base de l'initiative de sécurité globale proclamée plus tôt. Dans la pratique, cela signifie que la présence de l'armée chinoise sur le continent s'élargit. Elle forme de plus en plus d'Africains au combat moderne, partage avec eux des renseignements sur le terrorisme et d'autres dangers. Une base chinoise est installée à Djibouti. L'Occident considère ces démarches de la Chine comme une menace pour lui. Mais les intérêts de la Russie, le plus grand fournisseur d'armes et d'instructeurs militaires en Afrique, pourraient également être affectés. Le dirigeant chinois a tenu son discours devant les représentants milliaires des pays africains lors d'un forum en visioconférence. D'après lui, il est inadmissible de garantir la sécurité de certains États au détriment des autres ainsi que d'imposer ces notions juridiques à d'autres pays et décréter des sanctions contre eux. Tout le monde doit vivre en paix et en sécurité. Le ministre chinois de la Défense Wei Fang a également prononcé un discours lors du forum. Il a déclaré que la Chine et l'Afrique devaient renforcer leur coopération en matière de fourniture d'armes et organiser plus souvent des exercices conjoints en mer. D'après John Calabrese, chef de département à l'Université américaine de Washington, l'accélération de l'avancement militaire de la Chine sur le continent noir est un événement logique sur fond d'initiative Nouvelle Route de la Soie, une ceinture, une route, qui englobe le monde entier. De ce fait, le sens de la création d'une base militaire à Djibouti et l'intensification de la participation de la Chine aux missions de maintien de la paix de l'ONU sont évidents. Il y a presque 10 ans, la Chine a envoyé des unités de combat au Soudan, en 2013 elle a envoyé des soldats pour aider la mission de l'ONU au Mali. Des militaires chinois ont également appuyé l'ONU au Libéria et en République démocratique du Congo. En outre, les Chinois ont mené des exercices conjoints avec le Cameroun, le Gabon, le Ghana et le Nigeria. Benjamin Barton, doyen à l'université de Nottingham en Malaisie, affirme que Pékin cherche avant tout à se présenter comme un pays préoccupé par les frères africains. Mais l'augmentation de la présence de structures militaires chinoises publiques et privées s'explique par leur demande en Afrique. Alors que la France a perdu son prestige dans certains pays tels que le Mali. Ces unités s'y trouvaient pendant presque 10 ans, mais Paris a annoncé leur retrait en début d'année. La Russie prend progressivement leur place.
En ce qui concerne les États-Unis, l'ancien président Donald Trump a réduit la présence militaire en Afrique. Le président américain Joe Biden tente de rétablir le rôle de l'Amérique, par exemple, en Somalie. Il a même annoncé l'organisation du 13 au 15 décembre d'un sommet pour les dirigeants africains à Washington afin de montrer les engagements des États-Unis envers l'Afrique. Les États-Unis poussent la Chine vers la confrontation. Elle doit réagir par ses propres méthodes. Cela concerne notamment l'économie. La Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique. Elle est loin devant les États-Unis en matière de commerce. La récente visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov témoigne également de l'importance du continent dans la répartition mondiale des forces. Cette visite a montré que l'Afrique ne voulait pas adopter une position franchement pro-occidentale malgré toute la pression. Les Africains souffrent de la hausse des prix et d'un manque de vivres. Ils en accusent les anciennes puissances coloniales et l'Amérique. Tandis que la Chine s'affirme depuis longtemps en Afrique. Comme en témoigne la base à Djibouti et la participation aux opérations de l'ONU. La politique de Pékin se distingue par sa réflexion stratégique. Il investit de l'argent et accorde des prêts. Plusieurs pays sont accablés de dettes. Alors que la Chine fait 2 pas en avant et 1 en arrière. Il a pardonné la dette à la Zambie, accepte de restructurer les dettes d'autres pays, tout en maintenant sa ligne générale. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.